Un matin de septembre 1806 à Bad Homburg, en Allemagne. Un poète est enlevé chez lui par deux hommes. Son nom est Friedrich Hölderlin. On le conduit de force à Tübingen, à 4 jours de voiture de là. Tout proche et difficile à saisir, le Dieu. Mais au lieu du péril, croit aussi ce qui sauve. Cet enlèvement a dû être traumatisant. On l'a emmené de façon tout à fait illégale. Il aurait fallu une autorisation pour cela, même à l'époque. De fait, c'était un rapt. Quelque temps auparavant, un grand ami du poète a été arrêté et jeté en prison. On l'accuse d'avoir conspiré contre le prince électeur de Hesse-Hombourg. Hölderlin lui-même est poursuivi pour complicité. À cette époque, le pouvoir n'hésitait pas à décapiter ses opposants ou à les faire disparaître. Hölderlin a sûrement été confronté à des angoisses de mort durant le trajet. Le poète est conduit à la clinique du docteur Autenrieth, qui soigne ceux qu'on appelle encore les fous. Il y arrive le 15 septembre 1806. 2 siècles plus tard, les archives permettent de reconstituer les traitements qu'il y a subis. Il a été traité durant 231 jours. Tout a été consigné. La démarche thérapeutique ne nous est pas connue, mais le carnet d'ordonnances est parvenu jusqu'à nous. Le docteur prescrit à Hölderlin de la belladone, de la digitaline, de l'opium et un précipité de mercure. Un cocktail des plus toxiques, on le sait aujourd'hui. Le poète est sans doute placé dans la chambre dite apalissade, l'équivalent d'une cellule capitonnée. Le docteur a inventé un masque pour empêcher ses patients de crier. C'était très moderne à l'époque. Il y avait un harnais qui maintenait la tête et un masque en cuir qu'on fixait dessus. Si les patients continuaient de crier, on leur mettait en plus un bâillon dans la bouche. Ça devait être atroce. Ils devaient avoir peur d'étouffer. Ces traitements relèvent davantage de la torture que du soin. C'est quand il est enfermé à l'asile. Il est face au médecin. Hallucinant. Si je m'imagine dans la peau de Hölderlin, on me tire de mon lit un matin, on me jette violemment dans une voiture, et je me retrouve face à ces médecins. C'est sûr que j'aurais peur. Je serais même terrorisé. Après quasiment 8 mois de traitement, le bon docteur déclare Hölderlin incurable et pronostique qu'il ne lui reste pas plus de 3 ans à vivre. Le poète n'a que 37 ans. On le met alors en pension chez un menuisier de Tübingen. C'est là, dans cette tour avec vue sur le Neckar, qu'il passera le reste de sa vie. De nos jours, Friedrich Hölderlin est considéré comme l'un des plus grands poètes de langue allemande. Il a transmis à la postérité une œuvre d'avant-garde. Tout proche et difficile à saisir, le Dieu. Mais au lieu du péril croit aussi ce qui sauve. Tout proche
et difficile à saisir, le Dieu, mais au lieu du péril, aussi ce qui sauve. Hölderlin fait partie de ces poètes qui sont toujours d'avant-garde. En l'an 3000, il sera encore d'actualité. Il y a peu d'écritures comparables à la sienne. Voilà une voix poétique qui s'élève. Elle est tout à fait singulière dans l'histoire de la littérature allemande. Hölderlin, c'est un solitaire, un égaré, une figure marginale qui ne ressemble à aucune autre, parce que l'œuvre qu'il crée ouvre la voie à tout ce qui suivra. Hölderlin a été récupéré par la droite, la gauche, le centre, par tous les courants politiques, plus qu'aucun autre poète allemand. Ils ont tous cherché des réponses chez lui, et ce n'est pas un hasard. De maintes choses dès ce matin, Depuis que nous avons l'un de l'autre nouvelles, et sommes un entretien, l'homme s'est accru. mais bientôt nous serons chants. Ces poèmes traitent en fait de l'idée d'une société meilleure, des idées de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité ou encore dignité humaine. En 1802, peu avant son internement de force, Hölderlin se rend à Bordeaux. Il parcourt cette grande distance à pied, à travers la France, berceau de la Révolution. « 1789, c'est un moment capital dans sa vie. Le début de la Révolution française est un tournant qui promet le renversement de tout, à commencer par le régime qui prévaut depuis un siècle. Cela nourrit de nombreux espoirs. Hölderlin espère qu'à la suite de la Révolution française, sa Souabe natale changera elle aussi de régime. Il est partisan d'une révolution souabe, d'une conspiration souabe. Il est très lié à des hommes qui défendent activement cette idée. Ils ont comploté pour renverser le pouvoir. À l'époque, c'était sûrement considéré comme un acte très grave, l'équivalent d'un acte de terrorisme de nos jours. 2 siècles plus tard, le sort de Friedrich Hölderlin, le poète reclus dans sa tour, ne cesse de questionner. Est-il possible que les médecins se soient trompés dans leur diagnostic? Hölderlin était-il vraiment fou? Ou sa réclusion n'avait-elle pour but que de le soustraire à la répression? Que nous dit son œuvre? Quelles étaient ses motivations? Quelle force l'animait? Peut-on reconstituer son parcours? Hölderlin n'a jamais renié ses idéaux politiques, et son écriture n'a cessé de se radicaliser. Mais jusqu'à quel point? Telle est la question. Était-il condamné à finir dans cette tour? Passer 36 ans dans une chambre comme celle-là. En effet, ce n'est pas 3 ans que Hölderlin a encore à vivre lorsqu'il arrive là, mais 36 ans, soit la moitié de sa vie. Il mourra le 7 juin 1843, à l'âge de 73 ans. Pourquoi a-t-il fini sa vie dans une tour? Qui était Friedrich Hölderlin? Paris, le 14 juillet 1789. La prise de la Bastille marque le début de la Révolution française. Dès le mois d'août, l'Assemblée nationale constituante abolit les droits et les privilèges féodaux et adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La nouvelle du 14 juillet retentit comme un coup de tonnerre en Europe. À partir de là, il est bien évident que
ces événements sont observés attentivement par les autres pays européens, avec une certaine crainte de la part des gouvernements qui redoutent une contagion révolutionnaire, mais souvent avec beaucoup d'intérêt de la part des populations, ou du moins des milieux éclairés, et particulièrement en Allemagne du Sud. Hölderlin est fasciné par la Révolution française, par ce peuple qui se soulève et chasse son souverain. Pour les Allemands, partout dans toutes les petites principautés, cela reste un rêve inaccessible. Le fait qu'on abolisse quasiment l'arbitraire du pouvoir, c'est le grand événement de sa vie. Et naturellement, il se prend à rêver que les Allemands fassent la même chose. En ce sens, la Révolution française le touche au plus profond de son être. Lorsque les troupes révolutionnaires françaises entrent en Allemagne, Hölderlin applaudit. Il écrit à sa sœur « Et prie pour les Français, défenseurs des droits de l'homme. » Johann Christian Friedrich Hölderlin naît le 20 mars 1770 à Laufen sur le Neckar, dans la Souabe. Sa mère est fille de pasteur, son père administrateur de biens conventuels. Il n'a que 2 ans lorsque ce dernier décède. Sa mère se remarie et toute la famille s'installe à Nürtingen, en amont du Neckar, entre Stuttgart et Tübingen. Le petit Friedrich a 9 ans lorsque son beau-père décède à son tour. 2 fois veuve, la mère de Hölderlin ne se remariera plus. Elle reporte toute son attention sur Friedrich, son fils aîné, qu'elle pousse à devenir pasteur comme son grand-père. Elle a un fils surdoué, dont le talent confine au génie. Mais ce n'est pas forcément un cadeau. J'imagine que ça doit être très difficile d'avoir un fils aussi intelligent, en dépit de tout l'amour qu'une mère peut avoir. Elle doit observer le développement de son enfant sans nécessairement le comprendre. La mère place son fils au service du duc de Wurtemberg, en échange d'une bourse pour les meilleures écoles théologiques, qui sont aussi les plus strictes. Le jeune Friedrich fréquente ainsi plusieurs institutions. À l'âge de 19 ans, il est admis au grand séminaire protestant de Tübingen. C'est un établissement prestigieux qui forme l'élite intellectuelle du Wurtemberg. On enseignait les différentes disciplines théologiques sous la forme de débats, de discussions ou de joutes en latin. Outre la théologie, les élèves étudient également les auteurs de l'Antiquité de manière approfondie. Ils lisent en cachette les philosophes des Lumières, malgré la censure. Ils lisent le contrat social de Rousseau. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Voilà ce qu'écrit Rousseau en ouverture de son texte. C'était dans les esprits. Friedrich Hölderlin partage quelque temps sa chambre avec 2 autres étudiants. 2 futurs philosophes qui entreront dans l'histoire de la pensée allemande. Hegel et Schelling. Quelle coïncidence incroyable que ces jeunes hommes si talentueux se rencontrent au séminaire. Quand un Hölderlin croise un Hegel, il voit à qui il a affaire et tout ce que cela peut nourrir. Hölderlin, Hegel et Schelling commencent peut-être déjà à formuler ensemble les idées exposées dans le plus vieux programme de système de l'idéalisme allemand. Ce manuscrit inachevé, rédigé de la main de Hegel, deviendra l'un des grands textes de la philosophie allemande. La première idée est naturellement la représentation de moi-même comme d'un être absolument libre.
car tout État traite nécessairement des hommes libres comme des rouages mécaniques. Et il n'en a pas le droit. Donc, il doit cesser. Naturellement, c'est une idée très radicale. Comme on peut le voir dans ce texte, qu'on a intitulé plus tard le plus vieux programme de système, il s'agit d'instaurer la liberté. Ce qu'on nomme l'État à cette époque est présenté comme un mécanisme, autrement dit, le contraire d'un objet de liberté. Pour cette raison, l'État doit cesser d'exister. Le texte réclame l'abolition de toute forme de pouvoir. Pas de pouvoir pour personne. Voilà l'idée. À cette époque, Hölderlin fréquente sans doute des cercles étudiants révolutionnaires. On voit mal comment, à l'issue de ses études, il pourrait prendre un poste de pasteur, autrement dit, de fonctionnaire au service du pouvoir. Il veut suivre sa propre voie, même s'il ignore où cela va le mener. C'est la voie de la poésie. C'est un chemin très personnel. Ce n'est pas une voie toute tracée, contrairement à celle de pasteur, de professeur ou de fonctionnaire. Hölderlin publie des poèmes très remarqués alors qu'il est encore étudiant. Ce sont des hymnes à la nature, à l'immortalité, à l'humanité, à la liberté. Ses premiers succès lui confirment qu'il a du talent. Une fois au doux but arraché de haute lutte, quand viendra le beau jour de la grande moisson, quand se videront enfin les trônes des tyrans, tomberont en pourriture les valets des despotes. Les hymnes de Tübingen expriment un pathos révolutionnaire et exalté. Ils traduisent l'ambition de Hölderlin, qui veut s'affirmer comme poète et contribuer de façon décisive à façonner l'avenir. Pour Hölderlin, la poésie est une œuvre au service de la société. C'est un moyen de diffuser les idées comme on sèmerait des graines, un moyen de promouvoir le changement qui s'est produit dans le monde, dans la société, suite à la Révolution française. Il a l'ambition, démesurée bien sûr, de changer les hommes avec ses poèmes. C'est là que commencent les ennuis. C'est là que se pose la question des moyens d'existence. Qui va le payer pour faire cela? À la fin de ses études, Hölderlin préfère prendre une place de précepteur plutôt que de devenir pasteur comme il s'y était engagé. Dès l'année suivante, en 1794, il s'installe à Jena, une petite ville universitaire de Thuringe, où vit son compatriote et protecteur Friedrich Schiller. Cet autre grand poète allemand publie à l'époque une importante revue littéraire intitulée « Les Heures ». Autour de 1800, Jena est vraiment le centre de la vie intellectuelle allemande. Tous les hommes que Hölderlin veut rencontrer s'y trouvent. Goethe, Schiller, Herder, Schelling, Hegel. Il va saisir l'occasion de leur prouver sa valeur. Ces hommes se réunissent souvent dans la maison de Schiller pour réfléchir à un autre avenir. Schiller, c'est le Souabe qui a réussi à l'étranger. C'est une pointure européenne qui va bientôt entrer dans l'histoire de la littérature mondiale. Et il a un mode d'existence qui conviendrait bien à Hölderlin. Schiller propose à Hölderlin de collaborer aux Heures. Il lui confie des petits travaux de traduction et lit ses poèmes. Hölderlin ne lui a pas envoyé que des lettres. Il lui a aussi fait parvenir des textes. Dans les cercles intellectuels d'Iéna, Hölderlin prend part à des débats qui enflamment son esprit. Tout le monde suit fébrilement les événements qui se produisent à Paris, où la situation se détériore. En Allemagne, elles ont rêvé la fin de l'Ancien Régime dans leur propre pays et l'avènement d'une société régie par ses droits de l'homme, par la liberté politique, l'égalité civile, la sûreté des personnes et des propriétés, probablement la liberté religieuse également, la tolérance. Naturellement, la terreur a modifié considérablement la perception que l'on pouvait se faire de la Révolution française.
Après l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793, les Girondins sont accusés d'avoir trahi la Révolution et sont arrêtés. Robespierre prend le pouvoir à l'été 1793 et la terreur s'installe. À Iéna, ces nouvelles font frémir les intellectuels. Naturellement, le principal sujet, c'est la Révolution et les leçons qu'on peut en tirer en Allemagne. Comment se positionner en tant que poète et penseur? Et comment faire avancer la cause révolutionnaire? Hölderlin se lie d'amitié avec Isaac von Sinclair, un étudiant en droit et futur diplomate très engagé en politique. Sinclair l'introduit sans doute dans les cercles estudiantins radicaux qui continuent de poursuivre les idéaux révolutionnaires en dépit de la terreur. Ces jeunes Allemands rêvent d'unifier l'Allemagne, qui est alors morcelée en une multitude de principautés, et d'y créer une république. Sinclair avait une connaissance approfondie de la situation, et cela fascinait Hölderlin. Il était diplomate, mais c'était aussi un homme subversif, qui frayait dans des petits cercles révolutionnaires. Il menait vraiment une double vie. En mai 1795, les étudiants dressent des barricades dans les rues d'Iéna. Avant même la fin des troubles, Sinclair s'enfuit de la ville, poursuivi par la commission anti-émeute des forces de l'ordre. Quelques semaines plus tard, Hölderlin quitte brusquement la ville. Pourquoi? On l'ignore. Peut-être par crainte d'éventuelles poursuites. Schiller ne comprend pas ce brusque départ, alors même que Hölderlin vient d'obtenir la publication de son premier roman, encore inachevé. Friedrich Hölderlin doit trouver sa propre voie et gagner sa vie. En janvier 1796, il entre au service d'un banquier de Francfort comme précepteur. Ça a dû être un grand changement. Il quitte le milieu littéraire et révolutionnaire d'Iéna pour Francfort, qui est déjà une sorte de ville de la finance à l'époque. Hölderlin peine à trouver sa place dans le milieu naissant de la bourgeoisie financière. Jacob Gontard, son employeur, est un banquier influent. Sa maison est l'une des plus connues de la ville. C'est un véritable palais. Dans la maison Gontard, Hölderlin est un domestique, un employé de maison. Cela le gêne parce qu'il se sent supérieur intellectuellement à son employeur et qu'il ne doit pas le montrer. À l'inverse, Hölderlin est fasciné par l'épouse du banquier. Suzette Gontard est une femme d'esprit cultivée et d'un naturel enchanteur, dira le poète. Or, il se trouve qu'elle est malheureuse en ménage. C'est une femme d'une grande beauté, tout le monde le dit. Une femme rayonnante, admirée de tous. Ils ont dû passer beaucoup de temps ensemble, jouer de la musique, pour finalement tomber follement amoureux l'un de l'autre. Juillet 1796. La guerre dure depuis 4 ans déjà. Les troupes françaises progressent en pillant et en incendiant le pays. Francfort est menacé. Jacob Gontard envoie sa famille hors de la ville en la confiant aux bons soins du précepteur. Cette fuite, c'est une grande chance pour eux dans leur malheur. Ces deux-là ne peuvent pas rêver mieux, puisqu'ils se soustraient ainsi au regard de l'époux et de la société tout entière.
Ils se dirigent vers le nord de l'Allemagne, mais s'arrêtent à Bad Driburg. Ils vont rester plusieurs semaines dans cette station thermale de Westphalie. Ils logent chez un ami aristocrate. Là, à l'orée de la forêt de Teutberg, Friedrich Hölderlin et Suzette Gontard font fi de la guerre et des conventions sociales. Cet été sera le leur. Suzette sera à la fois la muse, la confidente et la maîtresse du poète. Auprès d'elle, Friedrich Hölderlin parvient à achever le premier volume du roman épistolaire sur lequel il travaille depuis des années. Hyperion ou l'ermite de Grèce est le seul roman achevé par Hölderlin. C'est une œuvre à la fois personnelle et politique. Ce qu'on retrouve dans Hyperion, c'est surtout la grande désillusion de Hölderlin face à la Révolution française. Hyperion se lance avec ferveur dans une lutte devant délivrer son peuple. Mais rapidement, la guerre le répugne, et il s'en détourne pour suivre le conseil de sa bien-aimée Diotima et chercher sa véritable destinée. Le personnage de Diotima est inspiré par la figure de Suzette Gontard. Diotima pousse Hyperion à devenir l'instructeur, l'éducateur de son peuple. C'est ainsi que Hölderlin se voit lui-même. Hölderlin a 26 ans. Comme le héros de son roman, il veut éduquer son peuple. Il écrit pour graver le souvenir de l'idéal révolutionnaire, compris comme la restauration d'une unité vivante entre l'homme et la nature, dans un monde libre. Ne faire qu'un avec toute chose vivante. Retourner, par un radieux oubli de soi, dans le tout de la nature. Tel est le plus haut degré de la pensée et de la joie. La cime sacrée, le lieu du calme éternel, où midi perd sa touffeur, le tonnerre sa voix, où le bouillonnement de la mer se confond avec la houle des blés. Hyperion pose la question du lien avec la nature. Les hommes ne voient-ils pas que ce lien est brisé, qu'ils ont créé un monde dans lequel ils sont coupés de leurs origines? Hölderlin et Suzette finissent par rentrer à Francfort, dans la maison Gontard. La vie semble alors reprendre son cours ordinaire. Les amants réussissent à cacher leur liaison 2 années durant. Puis, en septembre 1798, le scandale éclate. L'époux finit par découvrir leur liaison. Suzette doit elle-même congédier son amant. C'est une terrible humiliation pour Hölderlin, bien sûr. Ce renvoi est sûrement un événement crucial dans sa vie. C'est un drame pour lui. Après son renvoi, Hölderlin éprouve sans doute un sentiment d'impuissance, voire de haine du banquier et de la bourgeoisie financière en général. Tout ce que la société considère comme un progrès, il le remet alors en cause dans le 2e volume d'Hyperion. Il se livre à une critique acerbe des Allemands. On ne peut concevoir de peuple plus déchiré que les Allemands. Tu trouveras parmi eux des ouvriers, des penseurs, des prêtres, des maîtres et des serviteurs, des jeunes gens et des adultes, certes, mais pas un homme. Que reproche-t-il aux Allemands? D'être éparpillés, de ne pas avoir le sens de la communauté et du vivre ensemble, d'incarner et de représenter l'exact contraire de l'humanité, de l'homme que Hölderlin souhaite voir advenir. En critiquant les Allemands, Hölderlin dénonce la commercialisation du monde qui s'annonce à l'aube du XIXe siècle. C'est l'un des premiers penseurs à critiquer violemment notre civilisation, comme s'il pressentait l'industrialisation, l'essor du capitalisme et leurs conséquences.
La guerre s'éternise depuis 7 ans maintenant. Des pourparlers de paix échouent à plusieurs reprises. Il y a longtemps que les troupes françaises ne représentent plus les idéaux révolutionnaires de liberté, d'égalité et de fraternité. En 1799, à la suite du coup d'État du 18 Brumaire, Bonaparte devient premier consul. Hölderlin voit en lui une espèce de dictateur et comprend que les Allemands ne doivent plus attendre de soutien de la France pour faire aboutir leurs aspirations à la liberté. On a l'impression au début que le consulat sera effectivement une nouvelle forme de la République française, mais la nouvelle constitution du consulat met fin à l'expérience révolutionnaire. À partir du moment où l'un des consuls devient consul à vie, il est bien évident que les principes démocratiques de liberté politique n'existent plus. Dans sa jeunesse, Hölderlin s'est fait le chantre d'un nouveau départ pour l'humanité. Mais que va-t-il faire maintenant que la Révolution est finie? Pourquoi, dans ce temps d'ombre misérable, des poètes? Et moi, où vais-je donc? Les mortels vivent de travail et salaire, alternant peine et paix. Tout pour eux est gaieté. Pourquoi, en mon seul cœur, l'aiguillon ne veut-il jamais dormir? Pourquoi, dans ma seule poitrine, l'épine ne dort-elle jamais? C'est précisément à cette époque que Hölderlin cherche à rendre son écriture plus vivante, plus réaliste. Il veut percer le côté impénétrable de l'être humain, même si cela le fait souffrir et même s'il doit s'exposer à la destruction qu'il évoque. C'est manifestement quelqu'un de très sensible et de très vulnérable. C'est pour cela qu'il a tenté jusqu'alors de se protéger. Mais il comprend que sa personne et sa poésie seront plus vraies et plus vivantes s'il s'implique. C'est là tout son discours. Hölderlin trouve un nouvel emploi de précepteur à Hauptwil, en Suisse. Mais à peine 3 mois plus tard, il repart inopinément pour l'Allemagne, au printemps 1801. Hölderlin rentre chez lui plein d'espoir. Il compte présenter ses derniers poèmes à un éditeur. Mais surtout, la paix règne enfin en Allemagne après 10 années de guerre. Les souffles de l'air vous ont déjà proféré, à vous ici, la vallée qui fume et le sol de l'orage frémissant toujours. Mais l'espoir rougit les joues, comme sur le pas de la maison, assis sont la mère et l'enfant. Et ils contemplent la paix. Fête de la paix est un hymne tardif de Friedrich Hölderlin. Sa place en tant que poète est dans son propre pays. La fin de la guerre offre désormais aux Allemands l'occasion tant attendue de construire une société meilleure. Il chante la paix, qui est pour lui quasiment sacrée. C'est la chose la plus précieuse pour l'humanité. C'est un état plutôt rare et instable. Mais quand la paix se manifeste brièvement, il faut la célébrer. C'est important. Hölderlin le comprend immédiatement, parce que la société ne peut s'épanouir qu'en temps de paix. Je crois qu'à présent, tout va aller très bien dans le monde. Tout me semble annoncer des jours exceptionnels, des jours de belle humanité, de bonté qui ose s'affirmer sans crainte, de sentiments aussi sereins que sacrés, aussi simples que sublimes. Hölderlin se redéfinit sur le plan politique. Dans ses poèmes et ses chants, il se réfère davantage au présent et à son pays, en gardant le même ton pressant et moderne. Dans le même temps, il s'écarte des règles usuelles de versification pour s'essayer au vers libre. Il sonde la frontière entre langue et musique et développe un style inimitable. Oui. Les mortels avant eux atteignent le bord du gouffre. Ainsi, l'écho change avec eux. Le temps est long. Mais voici paraître le vrai.
Hölderlin entre dans une grande période créatrice. Il compose les poèmes qui feront plus tard sa célébrité. Il a rendu possible de manière radicale ce qui ne l'était quasiment pas à l'époque dans la langue allemande, dans la mesure où les poètes pouvaient toujours se demander « Qu'est-ce qu'un poème peut se permettre tout en restant un poème ?» Il ne voulait pas suivre les schémas de rimes préétablis. Il voulait une écriture vivante, un souffle vivant. Il essaye toutes les formes de strophes. Cela va trop loin aux yeux des auteurs du classicisme de Weimar. Sa manière bien à lui d'ordonner les mots est si inhabituelle qu'elle déconcerte beaucoup de lecteurs. Il joue avec les limites et ses contemporains ne le comprennent plus. 2 siècles plus tard, ses poèmes restent foncièrement originaux. Hölderlin ne respecte aucune convention. Il s'écarte radicalement de la littérature de son temps. Mais ce faisant, il s'isole et perd le soutien des 2 grandes figures du classicisme allemand que sont Schiller et Goethe. Or, sans eux, difficile de trouver un éditeur. Gagner sa vie comme poète n'est pas une mince affaire. Hölderlin doit se rendre à l'évidence. À l'âge de 31 ans, il n'a ni succès ni reconnaissance et ne s'attend plus à en avoir. Cette mise à l'écart a nourri le désespoir de Hölderlin sans pour autant l'empêcher de poursuivre son chemin de poète, sans fléchir. Je suis en ce moment plein d'adieux. Longtemps je n'ai pas pleuré. Mais ma décision de quitter maintenant encore ma patrie, peut-être pour toujours, m'a fait verser des larmes amères. Car je n'ai rien de plus cher au monde. Mais ils n'ont que faire de moi. C'est une nouvelle fuite en avant. Hölderlin va tenter sa chance comme précepteur en France. Il traverse l'Auvergne à l'hiver 1801-1802, galvanisé par la promesse d'un nouveau départ. Il atteint Bordeaux à la fin du mois de janvier. La Gironde est l'une des régions qui ont été le plus touchées par la terreur. Accusés de trahir la Révolution, beaucoup de députés girondins ont fini sur l'échafaud. Le sort de ces hommes me rend souvent amer, écrit Hölderlin à un ami. Il voit le sort réservé par une partie des révolutionnaires à ceux qui n'étaient pas de leur côté. On peut dire qu'ils ont massacré leur propre population. Hölderlin ne l'ignore pas, même s'il ne le dit pas clairement. Mais à Bordeaux, Hölderlin découvre bien plus que la face obscure de la Révolution. La ville est un grand port de commerce ouvert sur le monde. Il voyait probablement une très intense activité commerciale sur les rives du fleuve où l'on chargeait et déchargeait les navires et une foule extrêmement variée de curieux, de badauds, de gens qui viennent se promener et observer cela, et puis les gens du peuple qui travaillent, les portefaix, qui déchargent les ballots de farine et les tonneaux de vin. Hölderlin semble se plaire à Bordeaux. Il loge place Tourny, au cœur de la ville. Son employeur, un certain Daniel Christoph Meyer, est consul de Hambourg et négociant en vin. Il évoque cette période de sa vie ainsi que le paysage girondin qui a dû lui faire forte impression dans un poème intitulé « Souvenir ». Là-bas, livré au vent, la pointe extrême des montagnes de raisin, d'où la Dordogne descend, où débouchent le fleuve et la royale Garonne, larges comme la mer, leurs eaux unies. Comme les 2 fleuves, le poème s'ouvre sur l'océan Atlantique et le vaste monde.
Il voit au-delà de notre continent. C'est lié à son époque, puisqu'on achève alors d'explorer les continents, en particulier la pointe de l'Amérique du Sud et de l'Asie. Donc, en ce sens, il a sûrement déjà intégré la notion de mondialisation, comme on dirait aujourd'hui. Hölderlin qualifie l'étranger de sacré. Le sacré est l'inconnu qu'il nous faut connaître, qu'il nous faut rendre accessible. Une patrie trop étroite représente un danger, il le dit quelque part. La mer enlève et rend la mémoire. L'amour, de ses yeux jamais las, fixe et contemple. Mais les poètes seuls fondent ce qui demeure. En mai 1802, après 4 mois seulement passés à Bordeaux, Hölderlin se fait établir un laissez-passer pour Strasbourg. Pourquoi prend-il la route du retour? On l'ignore. Je pense qu'en lui germe lentement mais sûrement la conscience qu'il entame la tranche finale de sa vie. En même temps, il se sent investi d'une dernière mission, qui est d'aller jusqu'au stade ultime de son œuvre poétique. Bordeaux, Paris, Strasbourg. On sait que Hölderlin passe le Rhin au niveau de Kehl le 7 juin 1802. 2 semaines plus tard, il est de retour chez lui. Il arrive apparemment dans un état si déplorable que ses amis le reconnaissent à peine. On a des témoignages choquants selon lesquels Hölderlin rentre en Allemagne en haillons, sale, nerveux, inquiet, agressif, presque inabordable. En juillet, il apprend la mort de Suzette Gontard. Il se retire alors. Il s'enferme durant des semaines, des mois. Il ne parle quasiment plus à personne. Néanmoins, il continue d'écrire. Comme toujours, ses poèmes sont le reflet de son humeur. On y trouve désormais des mots tels que solitaire, froid, sourd, muet ou encore implacable. Malheur à moi, malheur. Où vais-je prendre quand viendra l'hiver les fleurs? Où? L'éclat du soleil et les ombres de la terre. En janvier 1803, Hölderlin a 33 ans et il compose « Milieu de la vie ». C'est l'un des 9 poèmes qu'il qualifie de chants de nuit. Je crois qu'à l'époque, on se dit qu'à 33 ans, on a vécu la moitié de sa vie. On est arrivé à un sommet et à partir de là, c'est la dégringolade. Les murs se dressent, silencieux, glacés, et dans le vent les girouettes crient. Une fois encore, il parvient à rassembler ses forces pour composer un poème d'une modernité totale, puisqu'il est en vers libre. Mais la syntaxe est encore intacte, alors que par la suite, elle vole en éclats. Le 19 juin 1804, Isaac von Sinclair va chercher son ami poète à Nürtingen. Il lui a trouvé un emploi rémunérateur de bibliothécaire au château de Bad Homburg. Hölderlin reste en proie à la désolation intérieure. Mais au moins il peut composer ses poèmes libérés des soucis d'argent. À Hombourg, il fait un inventaire de son œuvre et dresse une sorte de bilan personnel. Qu'ai-je écrit? Que me reste-t-il à faire? Le cahier de Hombourg, ce sont 23 feuilles doubles manuscrites recto verso. Le poète y rassemble des poèmes, des brouillons et des fragments qui donnent une vue d'ensemble de son œuvre.
Concernant cette période terrible qui débute en 1802, ma thèse est la suivante. Si son écriture change, s'il se met à composer avec une forme radicalement nouvelle, exaltée et vertigineuse, c'est parce qu'il a conscience de ne plus avoir beaucoup de temps. L'écriture se fait de plus en plus courte, pressée, condensée. Hölderlin ouvre la voie à une toute nouvelle manière de lire. Il faudra attendre presque un siècle pour que cette poésie soit reconnue en tant que telle. Quelqu'un veut-il habiter, que ce soit alors aux escaliers, et là où une maisonnette incline, au bord de l'eau fait halte. Et ce que tu as, c'est de reprendre haleine. Hölderlin crée des images évocatrices et inédites. Il se permet de multiplier les ébauches et retravaille des œuvres publiées depuis longtemps. A posteriori, on peut dire qu'il invente la modernité. Hölderlin est éminemment moderne en ceci qu'il accepte la forme inachevée. Il ne se sent plus obligé de terminer un texte. Il ne le souhaite plus. Il ne cherche plus à produire une forme littéraire correcte. Il est capable de laisser des fragments tels quels, tout simplement parce qu'il y a quelque chose de fragmenté, de brisé dans sa perception. Trouvant repos dans la solitude et aux arbustes des rameaux, bien odorants, avec les phalènes se rencontrent les abeilles et tes Alpes, par Dieu partagées. C'est ce qu'il voulait. C'était son but, d'entrer dans ce genre de forme de vie, dans ces états extatiques particuliers lorsqu'il composait, dans une sorte d'ivresse sobre, de sobriété sacrée. Au début de l'année 1805, son état se dégrade de manière inquiétante. C'est alors qu'il prend une décision qui va faire basculer sa vie. Il prend part à une réunion secrète en compagnie d'Isaac von Sinclair. Il s'agit apparemment d'une conspiration contre le prince électeur. Très vite, le groupe est dénoncé, Sinclair arrêté et jeté en prison. Hölderlin se sait recherché. L'arrestation de Sinclair l'épouvante, naturellement. Il ne veut pas faire partie de ceux qui risquent d'atterrir en prison. On dit que Hölderlin arpente alors les rues de Bad Homburg pour renier haut et fort ses convictions républicaines. Le comte de Hesse-Homburg tente de le protéger. Un médecin animé des meilleures intentions atteste que la folie du poète s'est muée en rage. Cela met un terme à l'enquête judiciaire. Hölderlin n'ira pas en prison. Mais il n'échappe pas à toute forme d'internement. Tout proche et difficile à saisir, le Dieu. Mais au lieu du péril, croit aussi ce qui sauve. Personne ne peut dire si à ce moment-là, Hölderlin a encore des préoccupations politiques. Je pense qu'il est dans un état grave et qu'il se sait impuissant. Peu importe à quel pouvoir on va le livrer. Hölderlin est interné dans la clinique du docteur Autenrieth à Tübingen le 15 septembre 1806. Il y reste 231 jours exactement. À sa sortie, il est placé chez un menuisier nommé Ernst Zimmer, qui va l'accueillir et lui offrir sa sollicitude.
Cette fin dans cette tour, c'est une fin heureuse, un happy end. Il n'atterrit pas en prison, il ne finit pas dans un asile de fous enchaînés, mais dans une famille aimante qui prend soin de lui. Friedrich Hölderlin va passer plus de 30 ans dans sa tour, soit la moitié de sa vie. D'après les rapports fournis par la famille Zimmer, il s'apaise au fil des ans. Hölderlin doit fort bien comprendre sa situation. Il n'est pas prisonnier. Cette tour, c'est un lieu de refuge où il est à l'abri des autres et de lui-même. Malgré ses échecs littéraires ou professionnels, ses épreuves personnelles ou politiques, Hölderlin reste fidèle à son ambition. Être poète, éclairer le monde, quel qu'en soit le prix, même si cette voie doit le conduire à l'isolement. Il faut défendre l'action de Hölderlin. Le cœur de son héritage, c'est un projet littéraire qu'il mène au péril de sa vie. Au cours des 36 années qu'il vivra reclus dans sa tour, Hölderlin finira par s'inventer une autre identité, un autre rôle qu'il tiendra jusqu'à la fin. Je les connais. Ils sont bien de moi, ces poèmes. Mais je ne suis pas Hölderlin. Je ne me suis jamais appelé ainsi.